Et bienvenue au nouvel épisode du Sang Show. Aujourd'hui, on va récapituler un petit peu le bordel qu'il y a eu à l'UFC 279. Et ouais. Parler un petit peu du futur de Khamzat, voir qu'est-ce qu'on voit pour lui. Ouais, t'as vu ça, c'était un sacré bordel. Tout a commencé avec la conférence de presse. L'embrouille qu'il y a eu derrière, ouais. Première fois qu'ils annulent. D'ailleurs, j'étais présent. J'ai voulu aller voir un petit peu, je pensais que ça allait être historique. Et effectivement, ça a été historique, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, ils ont tout annulé, les gens ils étaient dégoûtés. Et apparemment c'est parti au début d'une embrouille avec Kevin Holland et Khamzat. Kevin Holland et Khamzat, on a vu une partie de la vidéo, mais... ouais, on les voit vite fait s'insulter, mais ils ont coupé, je pense. Mais notre ami qui cornerait Leach, il m'a dit qu'il a vu la vidéo sur le téléphone du manager de Leach, de Kevin Holland qui touchait Khamzat. En fait, l'UFC, ils ont montré la vidéo de Khamzat qui s'est fait qui a front kick Kevin Holland. Mais apparemment, Kevin Holland, il a touché Khamzat aussi. Mais cette vidéo, on l'a pas vue. Je sais pas, ça m'étonnerait qu'il me mente, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus de vidéos qui surfassent, parce qu'il y avait beaucoup de monde quand même, tu vois. C'est quand même bizarre qu'il y ait eu qu'une vidéo. On sait pas s'ils ont vidé les téléphones ou quoi, je sais pas, mais... Et j'ai bien envie de résoudre ce mystère. On en saura plus, je pense, dans les jours à venir. Et puis après, c'est quoi? C'est l'équipe à Nate Diaz qui a débarqué? Et donc, apparemment, il y a eu des embrouilles entre équipes. Ouais, un truc une histoire d'un manager aussi, Tiki, je crois qu'il l'appelle. C'est le manager de Kevin Holland, je crois. Il est allé parler à Khamzat. Et du coup, il est pote aussi avec Nate Diaz. Et Nate Diaz a cru qu'il était en train de parler avec Khamzat avant de délire. Du coup, il lui a jeté des bouteilles. Mais je sais pas, c'est des embrouilles de tous les côtés. Ce qu'a dit Dana White, en fait, il y avait plusieurs embrouilles et plusieurs trucs à... Quand tu mets tout ce beau monde dans une pièce, il peut y avoir des couilles, tu vois. Nate Diaz, ils ont débarqué à 40. Après, Nate Diaz pense à son état d'esprit, tu vois, il va combattre Khamzat. Khamzat, avec toute son équipe, lui, il ramène son équipe normale. Mais le mec dans tout ça, c'était le mec le plus gangster dans tout ça, c'était Kevin Holland qui arrivait tout seul, sans manager, sans rien, juste lui tout seul, sans personne. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était le plus gangster du week-end, en tout cas Kevin Holland. Et donc du coup, après tout ce cirque, Khamzat qui rate la pesée de 4 kilos, donc 8 pounds presque. Ouais. Et puis ça en est venu donc tout le changement de carte. Donc ils ont changé. Ils ont dû changer tout sur le fly, quoi. Ils ont changé un jour avant. Donc on s'est retrouvé avec Nate Diaz contre Ferguson en main event. Li Jingliang et Daniel Rodriguez en co-main event. Avant le co-main, ouais. Et en co-main event, Kevin Holland et Khamzat. Et donc déjà de 1, Kevin Holland et Daniel Rodriguez devaient combattre à 180 pounds parce que c'était un catchweight, vu que c'était short notice, ils se sont dit bon, on va pas faire une weight cut, on fait à peu près le même poids tous les deux. Donc du coup c'était un catchweight. Li Jingliang devait combattre Tony Ferguson à 170, bon les deux ont fait la pesée, pas de problème. Kevin Holland et Rodriguez ils ont fait la pesée aussi, normal, aucun souci. Nate Diaz 171, pas de problème. Khamzat il arrive à 178.5. Et donc à grande surprise, tout le monde, moi je me suis dit comment est-ce que tu peux faire, tu vois, t'as un main event, tu sais que tu vas avoir la ceinture après, c'est un match-up le plus favorable pour toi, c'est quasiment sûr que tu vas gagner, et tu fous ça en l'air, tu vois, j'ai pas compris au début, j'ai vraiment pas compris, je sais qu'il parle du docteur, le docteur il m'a dit d'arrêter, mais pour les mecs qui combattent, même les mecs qui font du grappling et tout, qui ont déjà fait des compètes, si t'as fait du cutting, tu sais que le docteur il va toujours te dire ça, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est ça le cutting, on se tue, on se déhydrate pour faire un certain poids, tu vois. Lui il choisit de combattre à 77 kg, donc 170. Il devrait combattre à 84 en vrai parce qu'il est immense. Lui il choisit de faire ça, c'est son problème, tu vois. Et il faut pas dire ouais le docteur il m'a dit ça,
c'est ton problème, c'est toi qui décide de faire le cutting, c'est toi qui dois assumer. Donc j'ai pas trop aimé les excuses. Après niveau performance, il n'y avait rien à dire, on va en venir. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment bizarre. Apparemment, j'ai eu des échos comme quoi il le savait depuis la nuit d'avant. C'est pour ça que des gens ont dit qu'ils ont vu Khamzat en train de manger au restaurant, etc. Donc à mon avis, il avait déjà abandonné sur son cutting le jour d'avant, tu vois. Il avait décidé d'aller manger un peu, boire quelque chose et peut-être faire un peu de cutting le matin et essayer de couper ce qu'il pouvait. Il arrivait à 178.5. Il avait pas l'air du tout déhydraté, mais il avait l'air un peu. Il était plus gros quand il arrivait dans la cage, tu vois. Il était plus comasse, mais je l'ai pas trouvé déhydraté de ouf. Je l'ai pas trouvé sec. Tu m'as déjà vu dans des cuttings que je fais. Même Julian Rosa, tu vois, qui a combattu à 66 kg, et il va jusqu'au bout. Limite, il meurt, tu vois. S'il coupe un pound de plus, il meurt, le mec. Et il s'en plaint jamais, tu vois. C'est le choix des combattants. Et j'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait. Après, niveau performance, on va commencer par le premier combat de toute cette histoire. C'était Lee Gillian contre Daniel Rodriguez. Moi, j'ai trouvé que Lee Gillian avait gagné pour moi. J'adore Daniel Rodriguez. Ouais, c'est une décision très polémique au final. Très polémique. Le commentaire aussi, j'avais trouvé, je sais pas si... après, on parle du commentaire en anglais, je sais pas si c'était comme ça sur RMC Sport. Mais le commentaire, j'ai trouvé vraiment basé sur Rodriguez. Il disait, ouais, il jab, oh, quel beau jab, il fait ci, il fait ça. Ouais. Alors que c'était plutôt Leach qui était plutôt busy pour moi. Il touchait plus, il avait les shots de qualité, il faisait plus mal. Il avait plus de réactions de son adversaire. Pour moi, il a gagné les 3 rounds. J'ai pas compris la décision. En plus, il a dû combattre quelqu'un 10 livres au-dessus de lui. Ouais, au final, ouais. C'est lui qui s'est fait carotte au niveau de ça. Après, ouais, je sais qu'il a perdu au change. Ouais, il a perdu au change. Après, je sais que l'UFC l'ont très bien payé, mais pour ce changement. Mais après, c'est normal. Hein. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il s'est fait carotte. Il s'est fait carotte à la pesée, il s'est fait carotte pour le match-up et il s'est fait carotte à la décision. En plus, il avait un costume de ouf à la presse conférence, je sais pas si vous avez vu, mais... Il est sorti vite fait, et juste après, parce qu'ils ont coupé la conférence de presse, donc ils voulaient faire 2 par 2. Ouais. Et au moment où il est arrivé, il était tout fier de lui, et il y a une meuf qui est arrivée en courant vers lui et qui a dit « Reviens !» Et il est reparti. Et c'est là qu'ils ont annulé tout le truc. Mais ouais, Li Jingliang, pauvrette, il aurait défoncé à Ferguson. Enfin, c'est dommage pour Ferguson, mais je pense que ça aurait pas tenu le premier round. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux pour Ferguson et c'est pas mieux pour Leach. Si tu crois que tu vas avoir un combat facile demain, enfin pas facile, mais plus facile demain, et que tu te retrouves avec quelqu'un de plus jeune, plus rapide, dans sa prime, et qui fait 10 pounds de plus que toi, tu vois, c'est un changement de ouf. Et je trouve il a super bien géré la pression. Ouais, j'ai trouvé qu'il s'est un peu fait carotte. Après niveau salaire, moi je sais combien il a touché et il est pas à plaindre. Ça a sorti là. C'est sorti déjà, ouais. Donc ouais, pas mal du tout. On peut passer au co-main. Donc après on a eu Khamzat contre Holland. Grosse domination pour Khamzat forcément contre Kevin Holland. Est-ce que ça aurait été pareil contre Nate Diaz? Sûrement. Ouais, on ne saura jamais au final. Mais ouais, Kevin Holland, pareil, qui s'est bien fait carotte. C'est compliqué, tu vois, pour prendre un combat. Pas un seul coup donné, pas un seul coup reçu. C'est compliqué de s'adapter à un lutteur quand tu allais combattre un striker gaucher, et là tu vas combattre un lutteur, un des meilleurs lutteurs en MMA au monde, j'ai envie de dire, en ce moment-là, tu vois, je sais qu'il a pas 1 million de combats, il a que 12 combats, 11 combats avant celui-là, mais niveau résultat, il n'y a pas à chier, quoi. Ça fait 3 ou 4 combats à l'UFC qui se fait pas toucher une fois. Ça me rappelle quelqu'un. Mais ouais, franchement, incroyable. C'est vraiment une carotte pour Kevin Holland. En vrai, c'est incroyable qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Tu dois combattre un gaucher striker et tu te retrouves avec Khamzat en un jour, sans pouvoir te préparer. Enfin, c'est vraiment, il a une grosse paire pour prendre ce combat. Je sais pas combien il a pris, mais j'espère qu'ils se sont bien occupés de lui. Franchement, ouais, c'est compliqué. Il est arrivé, il a fake le glove touch. Il est parti sur le double leg et puis Kevin Holland, il a bien défendu le temps qu'il pouvait. Il faisait avec ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, mais il a bien défendu. Premier takedown, moi je crois qu'il a défendu 3 attentes. Mais avec la lutte à la chaîne de Khamzat, il s'arrête jamais. En fait, dès qu'il te touche, en fait,
ça va être compliqué, tu vois. Ça va être compliqué. Donc, en plus, Kevin Holland, qui est quand même considéré un des plus mauvais lutteurs de la division, sans vouloir faire le haineux, c'est vrai, il a un très bon sol, mais la lutte. Dans le top 10 en tout cas, ouais, c'est sûr. Ouais, je pense que niveau top 10, même top 20 welterweight et middleweight, je pense qu'il est au bas de la file. Après, niveau striking, niveau créativité, niveau soumission, c'est autre chose, c'est très fort. Mais niveau lutte pure, ça laisse un peu à désirer. Après, il travaille dessus. Il a montré qu'il pouvait défendre des takedowns. Mais c'était compliqué. En plus, Khamzat qui le prend dans une première darce, deuxième et troisième. En fait, Kevin Holland a su défendre 2 soumissions quand même. Et Khamzat, sans aucun problème, sans aucun stress, il réadapte la soumission. Il la resserre encore plus fort et il le fait taper au premier round en 2 minutes sans se prendre aucune frappe. C'est très impressionnant. Très très impressionnant. Ça te laisse un peu imaginer ce qu'il aurait fait à Nate Diaz quand même. Oui, c'est sûr. Parce que Kevin, pour moi, il est meilleur que Nate Diaz à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, incroyable. Ouais, qu'est-ce que tu vois donc pour la suite, toi, pour... C'est compliqué parce que à quel poids il combat, tu vois. Ouais. En plus, on l'a jamais vu faire 170, donc 77.00, tu vois, qui est quand tu combats pour la ceinture, t'as 1 livre de plus. Quand tu combats pas pour la ceinture, t'as 1 livre de plus, mais quand c'est la ceinture, tu dois faire le poids plat. Et on l'a jamais vu faire le poids plat, donc là il a manqué de 8.5, donc c'est chaud quand même. Je sais pas vraiment. Est-ce que l'UFC va lui redonner une chance aussi de recombattre dans cette catégorie, parce que Dana White, je pense qu'il a eu mauvaise. C'est sûr, de devoir changer tout ce... Et puis ça lui a coûté plus d'argent, il a dû réajuster les salaires, il a dû faire plein de choses. Donc ouais, je suis pas sûr qu'il lui laisse la chance de recombattre dans cette catégorie. Peut-être qu'il lui laisse la chance de recombattre dans cette catégorie, mais il est parti d'une situation où il allait avoir un title shot et combattre pour la ceinture. Là, tu peux pas lui donner un title shot. Parce que ça manque de respect à toute la division. C'est pas possible. Dana White, il ne fera pas ça, tu vois. Il n'y a aucune tolérance niveau poids. Quand tu es en main event, il n'y a aucune tolérance, tu vois. C'est horrible. Enfin, tu peux pas je sais pas si ça se dit en français, géopardiser. Tu peux pas risquer de chambouler un événement comme ça quand tu es un main event. Surtout une carte comme ça où c'est basé sur un gros main event, tu vois. Il y avait des beaux combats sur la carte, mais c'était pas la carte de l'année, quoi. Donc tu peux pas foutre en l'air le main event comme ça. Enfin, c'est compliqué. Donc à mon avis, ils vont lui donner, s'il veut combattre à 170, ils vont lui donner un match-up de bâtard, un Colby Covington, un Sean Brady, un mec comme ça. Quelqu'un qui est vraiment bon, qui va le tester, pour ensuite avoir un title shot s'il bat, ou alors peut-être qu'il peut monter à 185. Mais là encore une fois, ils vont pas lui donner un title shot direct, vu qu'il a que un combat là à l'UFC, ou 2, mais c'était contre quelqu'un qui n'est plus à l'UFC, donc il a combattu que GM3, Gérard Merchat, à 84 kg, donc ouais, à mon avis, il lui donnerait un en plus. Moi, j'aimerais bien voir contre Robert Whittaker. Ouais. Ce serait un très beau combat. Ouais, carrément. Ou peut-être on peut lui donner un Marvin Vettori. Après, je sais pas si Marvin il a envie de le prendre tout de suite après une défaite. C'est un problème, ce mec. C'est un problème. Je sais pas. Tu peux le voir contre Israël Adesanya. Oui, carrément. Et ça me ferait peur pour Israël. J'aurais peur pour Israël, mais pareil, la différence de... J'ai du mal. La différence de poids, le jour du combat, elle serait impressionnante. La différence de gabarit, ouais. Ouais, mais en fait, Israël, il est lourd, mais il dirait pas parce qu'il est tellement grand, tu vois. Il est tellement grand, il est un peu mince, mais quand tu le vois en personne, il a quand même du muscle sur lui. C'est pas un maigrichon, mais ouais, Khamzat, en fait, le mec, c'est un immense mec pour 84 kilos. Et il combat à 77 kilos. Tu vois ce que je veux dire, ça a aucun sens. C'est un truc de fou. Je sais pas, ouais. Toi, tu verrais Khamzat qui bat Easy. Ouais, je pense qu'il peut le... Ouais, qu'il le lutte. Il le lutterait, ouais. C'est vrai qu'en plus, Israël, c'est pas forcément... Il a pas un knockout power sur un punch directement. Tu vois, c'est plutôt un mec qui va te set up, qui va jouer avec son footwork, qui va te piéger. Et qui va prendre un peu de temps à te KO, quoi. Ça va pas être un gros puncher, tu vois. Il lui laisserait même pas le temps de mettre en place son jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, Israël, il aime bien commencer un peu doucement, il te lit, et Khamzat, c'est complètement l'inverse. Il rentre dedans direct, il s'en fout, il sait qu'il a une très bonne cardio.
Il y a beaucoup de gens qui disent à chaque fois, ouais, si ça va au 4e round, au 3e round, il fatigue. Moi, j'ai revu le combat contre Gilbert Burns, je l'ai pas trouvé fatigué. Hein. Ouais, Ils étaient tous les deux également fatigués. C'est vrai. Donc, ouais, j'aimerais bien le voir contre Robert Whittaker. J'aimerais bien le voir contre donc à 84 Marvin Vettori. Ce serait intéressant de le voir contre Alex Pereira s'il bat Israël, ça c'est sûr. Très intéressant. Et ouais, pour à 170, j'aimerais bien voir contre Colby Covington. On pourrait peut-être le voir contre un Leon Edwards également. Hein. Ouais, s'il arrive à arriver title shot. C'est pareil, Leon Edwards. Je pense qu'il ferait pas long feu. Ouais, je sais pas, franchement c'est un problème, il est trop au-dessus au niveau lutte, ça. Moi je valorise la lutte le plus au MMA, tu vois, je suis vraiment fan des lutteurs. C'est impressionnant ce qu'il fait, il contrôle le combat directement, il te laisse aucune chance de survie, ça fait peur. Ça me laisse confus, tu vois. En plus, je sais que Kevin Holland, c'est un gamer, le mec, il est vraiment bon, tu vois. Il a plus d'une trentaine de combats. C'est pas le meilleur lutteur, mais tu vois jamais Kevin Holland se faire allumer comme ça. Ça fait peur. C'est clair. Après, on peut continuer avec le main event légendaire sur le papier, mais au final, est-ce qu'en 2022, avec 37 et 38 ans, Ferguson donc contre Nate Diaz, c'est pas la même que ça aurait pu être il y a 5-6 ans. Et en plus, 37 ou 38 ans, tu vois des mecs comme Gavin Tucker, tu vois, qui a 36 ans. Le mec, il a encore 10 ans devant lui, il est bon, tu vois. Mais on parle de mecs qui ont beaucoup ramassé. On parle de mecs, ils ont beaucoup ramassé. Qui ont commencé très jeunes aussi. Très jeunes, beaucoup ramassé. C'était cool à voir parce que c'est Ferguson et Diaz, mais je sais pas, techniquement et tout, j'ai pas trouvé ça pour un main event. La rapidité des coups, la précision, c'était pas trop là des deux côtés. J'étais un peu mal à l'aise, moi. J'étais un peu mal à l'aise. C'est un peu ça, c'était un peu malaisant. J'ai pas compris par contre pourquoi Nate Diaz il s'arrêtait contre la cage et Ferguson s'arrêtait. Il aurait dû rentrer en courant, mettre un gros leg kick. En plus, le leg kick qui marchait, il aurait mis un gros leg kick par derrière. Il mettait des coups de pied, t'as vu, il mettait son pied en arrière comme ça. C'était sur la cage, J'ai pas trouvé une très bonne forme physique phénoménale pour les deux. Moi, je pense que Khamzat allume les deux au premier round en même temps. Il en prend un pour taper sur l'autre. Ah, je te jure. Je pense que Khamzat il en prend un pour taper sur l'autre. Ah non, je pense que c'est assez bien que ce soit passé comme ça. Tony Ferguson, il a pu avoir au moins des moments où j'ai pas envie de dire qu'il avait l'air dominant, mais il avait des moments où il gagnait un peu, on va dire. Donc je pense que contre Lee Gillen, ça aurait pas du tout été ça. Non. Je pense qu'on aurait dû vu deux finishes au premier round. Il y a beaucoup de gens qui disent ah mais tu sais tu peux pas KO Nate Diaz. Les gars, tu peux très bien KO Nate Diaz si t'es Khamzat Chimaev et que tu pèses presque 84 kg, que t'es Nate Diaz qui pèse 77 kg, qui est lent comme il était samedi, avec un Khamzat rapide comme il était samedi, je vous dis que Nate Diaz il peut se faire allumer en moins d'1 minute. C'est fort probable même, fort probable. Donc ouais, franchement je trouve que les deux ils sont assurés. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a les dieux du MMA qui ont fait un espèce de sortilège, mais en tout cas ouais, bravo, merci. Et ouais, donc victoire pour Nate Diaz, donc qui a fini avec une petite soumission. Ouais, guillotine avec un bras. Il a tapé un dedans en plus pour Ferguson qui tape comme ça aussi vite, ça fait mal. Et Julian et Rosa qui me disaient ce matin, en fait, il y croyait pas parce que quand tu regardes les combats contre Benil Dariush, il était dans une clé de talon, mais le genou, on avait l'impression il allait péter. Contre Oliveira aussi, ouais. Contre Oliveira avec la clé de bras, le bras était retourné. C'est un peu confus, je suis confus pourquoi il a tapé avec une guillotine avec un bras, après peut-être elle est super clean. Moi j'en parlais avec Benji hier et il me disait que Nate il a une très bonne guillotine et qu'il te fatigue avant et c'est son truc, mais que lui il pensait que c'était clean. Moi je dirais plutôt que c'était plutôt un peu une tape un peu de frustration
ou de un peu aller sors-moi de là, ouais. sors-moi de là, c'est mort. Ouais, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'étais confus, j'étais un peu mal à l'aise franchement dans ce combat. Je suis content que l'événement s'est terminé, j'ai trouvé un peu malaisant tout le truc. Je trouve que Leach il s'est fait carotte, Kevin Holland il s'est fait carotte, mais Ferguson il a pris une défaite qui lui sert à rien parce que Nate Diaz il se barre. Nate Diaz il a gagné, c'est bien pour les fans de Nate Diaz, c'est bien pour lui parce qu'il part de l'UFC sur une victoire. Mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Non, tu vois. Non, c'est sûr. C'est une victoire, il a battu Tony Ferguson avec un astérix parce qu'il devait combattre quelqu'un d'autre à 170. En short notice alors qu'il vient de se prendre un gros KO de l'espace contre Chandler. Franchement j'ai trouvé un peu qu'il n'y avait pas vraiment de but dans cette carte au final. Ouais non c'est sûr c'était. À la base déjà c'était une carte plus fan service. Ouais c'est ça. Et c'est devenu encore plus avec tous les changements et forcément il y a eu des catchweight donc ça n'a pas d'impact sur les catégories. Des Nate Diaz contre Ferguson qui sont plus d'actualité. Je pense que dans les deux différentes catégories ils passent pas contre n'importe quel top 10. Mais ouais. Il n'y a pas une chance c'est sûr. Mais voilà. Imagine tu mets Ferguson contre Shane Brady à 170. Ouais, c'est bon. Ouais. Imagine tu mets Nate Diaz, Belal Mohamed. C'est chaud. Ouais. Shavkat Rakhmonov, Nate Diaz. C'est chaud les gars, il faut se rendre à l'évidence, tu vois. Je sais qu'il y a les fans gangster et tout. Je comprends les gars, mais il faut se rendre à l'évidence. Une page qui se tourne, une heure qui se termine. Ouais. Et voilà, il faut être réaliste. Ouais, c'est ça en tout cas. Après, une petite dédicace à Julian Erosa qui a gagné ce combat contre Hakim Dawodu. D'ailleurs, débloque-moi sur Instagram, Hakim. Pourquoi tu m'as bloqué? Et très beau combat, dominant les 3 rounds. Il s'est fait toucher vite fait. Julian pas phasé, rien qui se passait vraiment, pas de gros dégâts, il contrôle tout, il a gagné dans le striking, alors que Hakim il faisait le beau à la presse-conférence, à l'interview. Ouais, il parlait déjà de son prochain combat. Ouais, il disait niveau striking, ils appartenaient même pas dans la même classe, lui c'est un champion du monde de Muay Thai, et les gars c'est du MMA, c'est différent, tu vois, c'est différent. Et quand t'as un mec comme Julian Erosa qui a une cardio illimitée, qui limite s'en fout s'il meurt, il en a rien à foutre. Le mec il est prêt à mourir à n'importe quel moment dans un combat, tu vois, il est là pour tout donner. Et on a vu la différence de mentalité, il est arrivé, il a manqué la pesée déjà Hakim. Donc il a dû donner 30% de son salaire à Julian. Julian qui gagne tous les rounds, qui prend, je crois qu'il m'a dit, en tout cas il lui a pris 18 000 en tout. Ah ouais. Hakim. Donc merci Hakim, parce qu'il va sûrement nous inviter au resto ou un truc comme ça, donc merci gros. Et ouais, donc ça fait un peu. C'était un gros underdog en plus de 95. Je crois qu'il a fini la semaine de 2,75. Mais ouais, il fallait écouter le dernier podcast et parier dessus. Et ouais, en plus toi t'as mis, parle-nous un peu de tes parlers. 200 $, donc ouais, sur Julian Erosa, donc ce qui a rapporté 530. J'avais mis Chris Barnett aussi sur un ticket avec Alatin dont on avait parlé. Ouais, le mongolien. Aussi, une belle cote. Un beau combiné. On dit mongolien ou mongol? Mongol. Mongol, ouais, le mongol, excusez-moi les gars. Le mongol. Et ouais, je suis pas sûr. Mais ouais, une belle soirée niveau Paris. J'avais aussi Nate Diaz, Rodriguez et Chimaev. Donc c'était un petit peu les favoris à part Nate Diaz. Mais ouais, des beaux combinés, une belle soirée lucrative niveau Paris. Là, tu m'as surpris sur le Chris Barnett, franchement j'y croyais pas, Ouais, je mets toujours un petit. Et c'était l'un des plus gros underdogs de la soirée. Et franchement il a montré un cœur de ouf. Ouais. Premier round, je pensais qu'il allait pas le passer. Et d'ailleurs, il a eu l'œil fermé, personne n'a rien dit. Je sais pas si t'as remarqué ça. Il avait l'œil droit ou le fait. Ouais, une coupure en dessous de l'œil et ça le fermait, ouais. Il avait l'œil fermé tout les deux deuxièmes rounds et personne lui a rien dit, aucun docteur lui a dit. Et entre les deux rounds, il y avait dans le corner, je sais pas si tu l'as vu, mais le docteur est venu vite fait, il l'a regardé, mais il pouvait encore l'ouvrir. D'accord. Donc il faisait comme ça, à droite, à gauche. Ah mais qu'il repartait. Et il arrive à le voir, mais après je pense qu'il a dû se prendre quelques coups et dans le deuxième round, il a dû se fermer encore plus, je pense. Mais ouais, il avait une coupure vraiment placée au mauvais endroit, juste en dessous de l'œil. Et donc ouais, un corps de ouf et il a fait craquer
Jake Collier. Ah ouais, il l'a fait abandonner, hein. Ça c'est Ouais, une défaite carrément, horrible. carrément. Ça c'est. Ouais. Et ce qui quand même te montre que Barnett il peut quand même faire quelque chose parce que Jake Collier il a quand même il avait une défaite contre André Arlovski, mais tout le monde pensait qu'il avait gagné, tu vois, c'est quand même André Arlovski, l'ancien champion, je sais qu'il sait plus ce qu'il était, mais quand même il avait un match super compétitif contre lui, et Chris Barnett arrive à terminer Jake, franchement impressionnant, j'espère, je vais tout le temps router pour lui, maintenant je vais mettre un petit 10 dollars sur lui à chaque fois. Ouais, carrément. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc pour l'UFC Fight Night Sandhagen contre Yadong Song. Et ouais, juste un autre truc les gars, maintenant on va essayer de faire les récaps en une vidéo séparée. Comme ça vous avez deux, tu vois ce que je veux dire, comme ça vous avez deux vidéos séparées, deux vidéos différentes, une pour le récap et une pour l'événement qui suit. Et ça fait plus de vidéos pour vous, plus de vidéos pour nous. Et voilà. Plus de vues. Ouais, plus de vues et merci de nous soutenir. Laissez des commentaires. Si vous voulez qu'on breakdown certains combats, si vous voulez qu'on breakdown des Contender Series, s'il y a des événements à Bellator, bah, de toute façon on fera la Bellator Milan. Bien sûr. Ouais, On fera sûrement, on fera tous les combats des Français sur le Bellator Milan, vu que c'est France contre Italie. Même s'il y a des trucs à PFL, n'importe quel, même des combats de boxe que vous voulez, dites-nous et on peut les breakdown, il n'y a pas de problème. Portez-vous bien, merci de nous avoir regardés et à la prochaine.